Alors, quand je parle de synchronicité, c'est que ce fameux ex-mari où je vais m'occuper de ses enfants comme une maman bienveillante, aimante, c'est en me mariant avec cette personne dont je vais divorcer, ça va être terrible. Je ne reverrai plus jamais les enfants, qui sont des jeunes adultes. Tout est coupé, c'est un tsunami. J'ai ma liquidation professionnelle. J'ai plus de nom, j'ai plus d'argent, j'ai plus de compte en banque, j'ai plus rien. Quand je trouve l'état civil de mon frère, il s'appelle Christophe Yvon. Je vous donne en mille. Mon ex-mari s'appelait Christophe, son père s'appelait Yvon. Bonjour et bienvenue, voici une nouvelle rencontre pétillante, pleine de peps. Vous allez entendre tout cela avec mon invité qui vient nous parler de son métier mission d'âme, évidemment. On va parler du transgénérationnel. J'ai souvent l'habitude, si vous suivez les émissions, j'ai souvent eu l'occasion de dire, je trouve que le transgénérationnel devrait être la base de notre développement. On devrait commencer notre vie d'adulte avec un travail transgénérationnel pour ne pas avoir à se porter toutes ces casseroles qui, parfois, inconsciemment, nous habitent. On va voir avec Nathalie Riepiomier qui est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Marc. Merci infiniment. Est-ce que j'ai raison de dire ça ou pas? Ah mais tout à fait. On devrait commencer par ça. Mais on gagne du temps. Non mais, on est d'accord. C'est la base. C'est la base. Le transgénérationnel, quand on fait ce petit travail-là, permet, à mon avis, d'éviter certains obstacles. Bien sûr. Et de comprendre certaines choses. Bien sûr, savoir d'où on vient pour savoir où on va aussi. Quand on ne connaît pas les sources, quand on n'a pas toutes les informations, comme je dis, en plus on est dans un système familial, c'est un microcosme, c'est là que vont se construire nos croyances, nos loyautés, et on va s'apercevoir en étant jeune adulte, en allant un peu explorer d'autres familles, et on crée des rencontres, que les systèmes familiaux ne sont pas les mêmes partout. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on hérite et qu'est-ce qui va créer des freins et des blocages? Parce que quand ça transmet du bon, du positif, on ne va pas s'en inquiéter. Mais quand c'est quelque chose qui va nous plomber, nous freiner dans notre vie, et qu'on a beau bien faire les choses, ça ne se passe pas comme il faudrait, bien, quand on a fait ça, même pour tout le monde, il faudrait le faire. Parce qu'il y aura forcément un axe où il y a quelque chose qui va bloquer. Est-ce qu'il y a un âge pour le faire, à votre avis? Moi, je serais d'avis d'intégrer ça au lycée et même bien plus jeune, le développement personnel et l'individuation, comme disait Carl Gustav Jung, c'est qui je suis moi dans tout ça et que je suis un être unique au milieu d'un ensemble. Et quand on va à la recherche, à la rencontre de ça, de soi-même, mon Dieu, que le chemin est facile, avec ses forces et ses faiblesses. Alors, les plus jeunes qui nous écoutent doivent peut-être aussi se dire « Oh là là, les quinquas, les quadras, là, ils sont bien gentils, hein, mais ça fait un peu vieux schnock sur le retour. » Mais c'est tellement vrai. Il faut savoir que la moitié de ma clientèle est jeune. Ah, donc il y a une vraie prise de conscience pour le coup. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'ils se posent déjà des questions. Ils s'interrogent, puis en plus en ce moment, quel avenir je vais m'écrire? Quelle est ma douance? Vers quoi je dois aller? Et puis il y a eu beaucoup de migrations, beaucoup de mélanges dans les constructions de familles, etc. En plus, on a des familles monoparentales, il manque des parents et des choses ou autres. Et en plus, je regardais une émission hier. L'enfance, c'est la fondation. La jeunesse, c'est nos fondations. C'est comme une maison. Une maison construite sans fondation sur du sable, eh bien, elle va jamais être stable, elle va être bancale. Ben, nous, c'est pareil. Si on n'a pas les bonnes fondations, ben, on va galérer. On va y arriver, on va se battre. Mais si on peut avoir un peu plus de souplesse et de facilité, c'est mieux. Chers amis, je vous rappelle qu'on se retrouve dès le mois de janvier 2025 pour l'IMM, Immersion Méditative Médiumnique. Et au cours de quelques dates exceptionnelles, j'aurai l'occasion de vous emmener dans un état modifié de conscience. Vous serez accompagné par ma voix et je vous guiderai pour atteindre un point bien particulier, au cours duquel vous allez peut-être pouvoir contacter votre guide, recevoir des réponses à des questions de vie importantes, mais également vous mettre en relation avec un proche qui est parti dans l'autre monde. Certaines ou certains d'entre vous pourraient également faire l'expérience de vie antérieure, d'aller visiter d'autres dimensions. Et dans tous les cas, cette expérience immersive est sécurisée dans une salle dédiée où nous ferons, j'en suis sûr, de très belles expériences ensemble. Aussi, je vous retrouve ce mois de janvier. N'hésitez pas à regarder les liens qui vous sont proposés pour me rejoindre et je vous dis donc à très très bientôt. Bye bye. Alors, vous avez créé une méthode
une approche, un accompagnement Oui. que vous avez appelé le psychopaillette by night. Ouais. Voilà, pour Nathalie, bien entendu, qui est ici. Vous dites, je suis une détective passionnée en exploration des arbres généalogiques et la découverte des secrets de famille. Est-ce que vous pensez, je me suis posé cette question, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a obligatoirement, dans toutes les familles, un secret de famille? Oui. Oui, oui. Alors, secret, quelque chose qui va être secret sur les trois générations plus haut, correspondra à une façon de penser, à une société de l'époque. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne seraient plus de la valeur du secret. On en parlerait librement. Mais ça va s'enquister. Les axes dans l'humain sont toujours les mêmes. On va voir l'amour, la mort, le meurtre, la perte d'argent, les problèmes de filiation, des enfants qui ne sont pas légitimes, il n'y a pas le bon père, les abus. Voilà. Et on tourne toujours en rond sur les mêmes axes. Et on peut avoir forcément un axe. Regardez, nous, en France, il n'y a pas une famille, je pense, qui n'a pas perdu quelqu'un dans une des deux guerres. Et ça fait des drames familiaux, ça fait des peines, ça fait des chagrins non exprimés. La natalité, c'est pareil. Avant, les petits, on n'avait pas tous les moyens, la santé ou autre, les accompagnements. On perdait des enfants à la naissance ou en bas âge sur un accident ou autre. Et on disait aux femmes, c'est pas grave, t'en feras un autre. Mais le trauma était là. Et après, grâce à mes outils, je vais pouvoir aller retrouver... Le pourquoi du comment. La personne, ouais. La personne en et question. Ça va créer des troubles chez les descendants, bien sûr. Alors, quand parce que votre vie est un roman, hein. On est bien d'accord. Oui. Votre vie est un roman. On va essayer de donner les grandes étapes, bien sûr, pour essayer de comprendre la personne que vous êtes aujourd'hui, mais surtout de quelle manière vous accompagnez et quelle est votre méthode. Que veut dire la psychopaillette by night? Alors, psychopaillette, j'ai voulu un petit peu désacraliser le truc de la psy, parce que si dans ma tête, comme j'avais été formatée plus jeune, psy égale folie, folie égale internement. Donc, quand j'allais pas bien, je freinais des deux pieds. Je me disais jamais je vais consulter un psy ou quelque chose qui va aller chercher dans ma psyché qu'est-ce qui peut bien se passer. Parce que de toute façon, je dois être un peu dingo parce que quand je regarde les autres, moi, je suis différente. Je fonctionne pas comme les autres, je ressens pas les choses comme les autres, etc. Paillettes parce que quand on s'occupe de sa psyché et qu'on est un peu sombre, on peut toujours y mettre un peu de paillettes, de poudre de paillettes pour rendre la vie plus joyeuse, plus colorée, etc. Plus agréable. Voilà, plus agréable. Donc c'est vraiment aussi démédicaliser. J'ai des troubles, j'ai des choses. Alors après, il y a la psychiatrie, mais même là, je dirais que si on avait fait des fois des travaux en amont et qu'on travaille toujours sur aller chercher dans l'histoire familiale s'il n'y a pas un trauma, quelque chose qui a été caché et qui se glisse là sur le descendant et qui va créer une pathologie. Bon, mais en tout cas, c'est pour que ça soit accessible à tout le monde, c'est en faire quelque chose de plus léger. Puisque déjà, quand j'ai travaillé sur l'arbre et qu'on a identifié, pour moi, il y a 50% du chemin qui est fait. Puis derrière, on va faire des actes de réparation. Mais quand la personne identifie, se dit, c'est pas moi qui dysfonctionne, mais il y a une part de mon transgénérationnel qui est là, et qui vient me titiller, parce que c'est moi qui suis l'élu dans ma famille pour aller mettre en lumière ce drame qui a un peu plombé tout le monde et qui est encore malgré tout présent. Alors je sais, et je lis déjà les commentaires de ceux qui regardent et qui se disent « Oui, mais alors c'est toujours pareil avec le transgénérationnel. La problématique, c'est quid des personnes qui n'ont pas connaissance de leurs aïeux, et notamment, bien sûr, ceux qui sont adoptés, par exemple, qui sont nés sous X aussi. Qu'est-ce qu'on préconise à ces gens qui ressentent le besoin de faire ce travail de transgénérationnel? Une famille adoptante n'adopte pas par hasard. Donc, même dans la famille adoptante, on va pouvoir aller chercher, ça fera faire un effet miroir, des informations, c'est qu'est-ce que je viens réparer en adoptant. Voir s'il y a des enfants qui manquent dans l'arbre. Je vais travailler sur les prénoms. Et dans les familles qui adoptent, j'ai eu des personnes en consultation qui étaient d'origine étrangère. Il y a beaucoup de personnes d'Asie ou autres, des petits-enfants qui ont été adoptés. Et là, on a quelque chose, un point d'interrogation. Mais on peut arriver grâce, ne serait-ce qu'au prénom français qui a été donné, on va retrouver le prénom d'origine également, si la personne l'a. Mais le prénom qui a été donné nous parlera de quelque chose. Et il y aura un effet miroir. Et c'est démontré en épigénétique que les enfants adoptés tendent à avoir leurs gènes qui se modifient pour se rapprocher le plus possible de la famille adoptante.
c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe qui est au-delà de ce qu'on peut trouver sur le papier, des actes officiels administratifs de famille adoptante, enfant adopté. Il y a une connexion qui va se faire. Pourquoi cet enfant-là et pas un autre? Aujourd'hui, avec le recul, quand je disais que votre vie est un roman, vous comprenez ce parcours de vie aussi cabossé et chaotique que vous avez pu avoir et sa dimension transgénérationnelle? Alors là, mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Alors, je l'accueille aujourd'hui, mais il y a eu des fois où j'ai eu envie de me dire, bon, stop, moi j'arrête, quoi. Oui, vous disiez, j'avais envie de J'ai mourir. envie de dormir et pas de me réveiller, parce que ça fait beaucoup quand même. Pour une petite nana, ça fait beaucoup à porter. Ça fait beaucoup de challenges à relever, mais j'y vais, hein. En bon petit soldat, comme je dis, j'y vais, hein. J'y vais. Et c'est quand... Parce qu'il y a aussi les synchronicités. Je travaille beaucoup sur les synchronicités. Il faut être ouvert à ça. Mais des fois, ça nous arrive dans la figure. On ne peut pas faire autrement que de les voir ou de les entendre. Et comme je dis, on m'aurait dit il y a 15 ans que je serais ici aujourd'hui, une cartomancienne, une boule de cristal, j'aurais dit mais n'importe quoi. J'étais mariée, 5 enfants, un médecin, une affaire, une entreprise. Ben non. À l'instant T, je suis là, c'est ça ma vie. Et puis non, tout explose. Et à chaque fois, tout va exploser parce que j'ai reçu l'information importante, le secret de ma famille qui va changer beaucoup de choses. On va l'évoquer. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que vous parlez bien sûr des synchronicités dans votre vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un genou à terre, il y a quelque chose qui fait que, hop, vous arrivez effectivement à avoir ce sursaut de vitalité, de vigueur et d'envie. Et en même temps, vous êtes clairement dans les schémas répétitifs. Mais oui, j'y vais. En amour, vous êtes dans les schémas répétitifs. Tout le temps. Ce sont, pardon, hein, mais des échecs sur échecs. Alors, ça va être échec sur échec, mais de ces histoires, je vais sortir des informations qui correspondent à ma lignée, à moi. Mon premier mari, c'est nous, on s'est un peu échappé de la famille, on vit un peu en microcosme avec mes parents, mon frère et moi, mon petit frère et moi. Et moi, de quoi je rêve? Je rêve d'une grande famille, de grandes tablées, etc. Donc, le divertissement à la maison, c'est la télé. Alors, je vois les films avec Rojanne. Je kiffe les pieds noirs, là. Il y a tout le monde, on mange ensemble, c'est la belle vie. Donc, je vais aller trouver un mari avec une origine de pieds noirs, où effectivement, il y a les grandes tablées, tout le monde. Mais il y a un revers à la médaille aussi. Donc, ça peut le faire. Mais je suis allée expérimenter. C'est bon, tu sais. Donc, ta guérison, elle n'est pas là. Et puis après, je vais rencontrer un autre monsieur qui est veuf, qui a 3 petits-enfants, qui est médecin. Alors là, je vais avoir un statut social parce qu'on est d'origine hyper modeste. Donc là, je vais réparer le problème social. Et puis, je ne le sais pas encore, je vais abandonner des enfants parce que depuis toujours, je vais être famille d'accueil. Je ne sais pas pourquoi, je vais être famille d'accueil. Ça me sensibilise. Je me dis, un enfant sans maman, ça ne peut pas grandir. Et donc, on va s'installer ensemble. Il y aura ces 3 enfants, ma fille est née. Et nous allons décider d'avoir un enfant ensemble. Et c'est à la période où je suis enceinte de Valentine. Les 2 filles de mon ex-mari et la mienne veulent faire de la gymnastique. On habite centre-ville de Pau et petite école catho, le truc cliché à côté. Et je trouve un club de sport juste dans le quartier. Je dis, ça, c'est génial. Et lorsque j'appelle, on me dit, écoutez, on ne peut pas prendre les inscriptions. La présidente, Madame n'est pas là. Il faudra rappeler. Moi, j'ai Madame oui. J'ai dit, mais c'est la cousine de ma maman. C'était ma prof de sport au collège. Oh, c'est super, c'est génial. C'est génial. Donc là, en toute confiance, j'amène mes filles au sport et je vais y passer beaucoup de temps parce que j'ai arrêté de travailler pendant la maternité. Et juste, cette personne, je suis assez proche d'elle. Et c'est au cours d'un échange, mais d'une banalité, où ma mère doit venir passer des vacances, elle vit dans le sud-est. Et je lui dis, oh, tu sais, maman me manque quand elle n'est pas là. Et quand elle est là, au bout de 3 jours, j'ai envie de la foutre dehors, elle me saoule. Elle me dit, oh, tu sais, ta maman a toujours été particulière. Surtout depuis cet enfant qu'elle a eu en Afrique. Et là, tadam, je suis l'aînée. Non, de quoi pas. Et elle voit mes yeux, elle me fait, aïe. Et oui. C'est donc ça le secret de famille. Et ma mère, elle est née de 3 sœurs. Et donc, elle me dit, oh là là, mais moi, je sais pas grand-chose. Demande à ma sœur, elle était élève infirmière à l'époque. Donc, je rentre chez moi, j'appelle sa sœur. Oh, ma chérie, de quoi tu vas parler, là, tati, tata. Ta marraine, la cadette, ma mère sont 3 sœurs. L'aînée, c'est maman, une deuxième, une troisième. Appelle ta marraine, j'appelle ma marraine. Oh là là, n'en parle pas, mamie, tu vas là, je fais, écoutez, moi, je vais pas bien, je le sais depuis que je suis enfant. Il y a un truc qui colle pas. Je le sens.
Donc maintenant que ça sort, je vais pas le re-enterrer. Donc j'ai besoin de savoir. Donc je suis allée une fois chez ma grand-mère pour vous dire si le secret doit rester. Pourtant je suis proche de ma grand-mère. Je repars sans rien demander. J'ai tellement peur. Vous n'avez même pas demandé. Je pensais qu'elle avait fait un blocage et qu'elle vous a rien dit. J'y retourne. Je dis parce qu'elle est âgée et à un moment donné, elle perd la mémoire complètement et j'aurai pas l'info. J'y retourne et cette fois-là, j'ai du courage. Je lui pose la question. Elle me dit, oh, tu sais, ça n'a pas été facile avec ta maman. Et moi, je travaillais pas. Il y avait les 3 filles. Ton grand-père, il en voulait pas, etc., etc. Et en fait, ma mère est tombée enceinte à 16 ans et demi, 17 ans. Mon grand-père était militaire de carrière. Il avait fait plusieurs guerres et après, il était dans les colonies. Fin de carrière. Et ils étaient sur Cayenne. Et maman avait un amoureux là-bas. Et bon, elle est tombée enceinte. Ils ont voulu s'échapper parce que mon grand-père était hyper autoritaire. Et ils se sont fait rattraper. Lui est allé en prison. Il était majeur à l'époque. Il avait 21 ans. Ils sont rentrés en France. L'avortement était illégal. Donc, maman a été cachée pendant sa grossesse. Elle a eu cet enfant. Il est né. Il a été placé dans une famille nourricière en attendant la majorité de ma mère. Donc une famille d'accueil. Famille d'accueil. CQFD, avec vous. Voilà. Ah, incroyable. Et donc moi, ma mère va rencontrer mon père et se marie. Elle est enceinte de 4 mois. Et ce petit, il est toujours... Et en plus, il est dans la rue en face. C'est-à-dire que maman va s'en occuper chez ces gens. Ah, donc elle fait un peu ses études. Lien, mon grand-père est reparti avec ma grand-mère et la cadette en Afrique. Et avec sa sœur, il les a laissées là. Elles sont encore mineures à l'époque. Elles font leurs études de secrétaire. Elles seront toutes secrétaires dans la famille. Donc, il y en a du secret à terre. Ouais. Et elle va s'en occuper. Seulement, cet enfant, il est métis. Donc, c'est un bâtard. Et on n'en veut pas dans la famille. Et mon père, qui est de la Beauce, et la famille de mon père, c'est hors de question. Une fille mère et un enfant métis. Du coup, ma mère va se décider, il a environ 3 ans. C'est même pas elle qui me le raconte, tout ça, elle n'y arrive pas. Il va avoir environ 3 ans et donc elle va faire des documents pour le confier. Du coup, il va être obligé de quitter cette famille d'accueil. Il va être confié aux services sociaux. Mais ces gens vont se battre, ils vont même écrire à Georges Pompidou à l'époque. Ils vont récupérer le petit, parce qu'eux ont déjà des enfants naturels, donc les services sociaux estiment qu'ils n'ont pas besoin d'adopter, que la priorité, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mais ils vont quand même le récupérer. Waouh. Voilà. Aujourd'hui, alors vous apprenez cette information par votre grand-mère, du coup ? Alors, un peu plus de détails, effectivement, par ma grand-mère, mais à l'époque, j'ai 30 ans. Donc, c'est un choc ? Oui, mais en même temps, une meilleure compréhension de ma relation à ma mère, de tous vos difficultés de vie qu'ils ont, mes parents, où rien ne fonctionne, on n'arrive pas à garder un travail, on n'arrive pas à se poser, voilà, et je comprends que ma mère, elle s'occupe bien de nous, mais il n'y a pas le lien d'attachement, même si de l'extérieur ça paraît comme ça, il y a un truc qui bloque. Il n'y a pas de transmission et tout. Et là, je suis un peu assise parce que j'en suis à ma 2e maternité, parce que quand j'avais 16 ans, elle m'a dit il faut prendre la pilule, etc. Mais à aucun moment, ma maman s'est assise à côté de moi en me disant faut que je te raconte une histoire de femme. Ça aurait été important pour moi dans ma construction. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous préconisez, ça, de raconter ? Bien sûr. Mais bien sûr. Le secret fait plus de mal qu'autre chose. Et il va transpirer à un moment donné, on va toujours avoir quelque chose qui va se réveiller dans un dysfonctionnement, quelque chose. Ça va transpirer toujours d'une manière ou d'une autre, d'une façon pas positive pour la personne qui est porteuse de cette mémoire. Ça va être un fardeau, ça va être un sac de cailloux, donc ça sert à rien. Et même pour la personne qui est à l'origine du secret, elle souffre. Bien sûr. Elle peut pas partager son secret avec personne, donc elle va pas créer de lien. Donc, le fait que votre maman, quand vous avez été au courant de l'information, par votre grand-mère, vous êtes allé voir votre maman ? J'y suis allée. Et elle m'a dit, je me doutais, comme j'avais appelé mes tantes, ça avait filtré. Bien sûr. Et j'ai bien compris, je lui ai dit, moi, je te juge pas. Hein. Mais j'ai bien compris qu'elle voulait pas en parler. C'est fou parce que, au moment où vous me dites ça, je me dis, elle a dû lui dire, vous, à votre maman, je me suis dit, elle a dû lui dire, pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Ouais. Vous lui avez dit ça ? Ouais. Et c'est sans réponse. Donc, c'était dur.
Ma mère ne pleure jamais. Ma mère, elle s'est endurcie parce qu'elle a été, toutes ses blessures, humiliation, rejet, voilà, stigmatisation. C'était vraiment, en plus, dans ce genre de famille. Alors, on dit que, effectivement, les secrets il faut les dire. D'abord pour la personne qui a dû mettre en place ce secret-là et qui subit le poids de ce secret. Et puis, évidemment, par rayonnement sur le reste de la famille, pouvoir informer le reste de la famille. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment que vous dites on peut tout dire à ses enfants? Oui, il y a le temps, la manière, etc. Mais il faut être transparent. Comment vous expliquer? Je sentais déjà dans ma famille qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'étais mélancolique et très joyeuse à la fois. Je me déconnectais un peu de la réalité. J'ai des soucis de concentration. Et à l'âge de ma mère, je me mets à faire de l'eczéma, à me couper les cheveux courts moches. Je prends du poids. Comme si je devais repousser une quelconque attirance pour les garçons pour ne pas justement me retrouver à cet âge-là, moi aussi enceinte. Alors qu'on a des moyens aujourd'hui. Mais voilà. Donc, mon inconscient va me dire, bon, ben toi, tu vas te rendre non désirable garçon pour... et je suis bourrée d'eczéma sur les mains, sur le visage. Je suis moche, enfin, ça va pas. Et je suis mal à l'intérieur. Donc on va me dire que je fais de la spasmophilie. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais quand votre maman, vos parents voient ça, ils font pas le lien? Pas du tout. Non. À l'époque, on n'en parle pas de tout ça. Sûr. On n'en parle pas. Je vais juste aller, parce que je vais de dermato en dermato, et je vais arriver chez un médecin homéopathe qui fait de la médecine chinoise. Lui, il va m'asseoir, il va me dire, bon, Nathalie, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Mais en plus, comme depuis que je suis petite, mes parents disent toujours, Nathalie, on s'en occupe pas, elle se débrouille toute seule, tout va bien. Ça, c'est intégré. Tu dois pas faire de bruit, tout va bien, tu dois pas déranger. Donc, je ne fais jamais part des choses qui me déconviennent à la maison, des choses que nos parents nous font vivre. Voilà, c'est toujours moi, je prends sur moi, je me tais, je vais pas les embêter. C'est pas une crise d'adolescence à la maison, on se le dit toujours avec mon frère, on a été mignons. Voilà. Alors, une fois que le secret est révélé, oui. Qu'est-ce que vous faites de cette information? Je cherche, mais en même temps, alors je vais en parler à mon frère. Je vais appeler mon frère et je vais lui dire voilà ce qui se passe. On a un demi-frère. Voilà. Moi, je suis contente. Enfin, je me dis bon ben, il va falloir le retrouver. Voilà. Et lui rendre sa famille parce que je suis sûre qu'il s'interroge et qu'il doit se demander, même s'il a une famille adoptante qu'il aime, qui le choisit, etc. Moi, je serai à sa place, je m'interrogerai. J'aurais besoin d'avoir des réponses sur mon histoire, sur ma conception. Et là, j'invite mon frère et il me répond qu'est-ce que tu fais là? T'as qu'à lui raconter ta vie chez Delarue, parce qu'avant c'était pas Faustine Bélair, c'était Jean-Luc Delarue. Et puis si ça se trouve, c'est un cassos. J'ai dit mais pourquoi tu vois les choses négatives? Et puis je me suis demandé mais est-ce que lui il sait? Pour avoir une réponse immédiate comme ça déjà j'aurais attendu un effet de surprise. Ah ouais, ah bon, non, bon. Et l'incident est clos. Et on n'en parle plus. Donc j'en parle aussi avec mon mari et tout. Et puis, j'interroge un peu tout le monde, mais j'ai des bribes d'informations vraiment comme ça. Mais la chance que j'ai, c'est que la cadette des sœurs, et là on va parler de synchronicité, ma marraine, lorsqu'ils reviennent d'Afrique avec mon grand-père, elle va aller au lycée, elle va avoir une très bonne amie. Et un jour, elle va comme souvent goûter chez elle, et son amie lui dit « T'as vu, mon petit frère, le dernier, là, c'est pas vraiment mon petit frère. » Elle dit « Bah oui, je vois. » Elle lui dit « Oui, mais faut que je te dise, c'est ton neveu. » Elle lui dit « Pardon ?»« Bah oui, mes parents ont adopté le fils de ta sœur Hélène. » Voilà. Donc, grâce à ma tante qui va rester très proche de cette dame une grande partie de sa vie, je sais à peu près où il est, je sais ce qu'il a fait, comment il a grandi. Waouh! Donc, vous arrivez à prendre contact avec lui? Et je vais chercher. Mais je vais chercher pendant plus de 20 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui. Et je vais le retrouver cette année en février. Parce que... Cette année 2025? 24. Ah, vous l'avez retrouvé en février 2024. D'accord. Parce que dans mes recherches, je m'obstine à le chercher dans les états civils avec le nom de la famille adoptante. Et l'année dernière, enfin 2024, je suis dans mon salon, je reprends mes recherches parce que des fois j'arrête parce que vraiment ça me prend la tête, ça crée des distances avec ma mère et tout ça. Bon. Mais je me dis, je veux savoir, je veux le retrouver ce gars.
Et là, je me dis, mais n'importe quoi. Elle l'a abandonné, il avait 3 ans, donc il est né avec le nom de ta mère, en fait. Je m'en vais dans les états civils et je le retrouve. Malheureusement, il est décédé à 30 ans. Oh mince. Voilà. Et il se sera suicidé après ses 30 ans. Mince. Voilà. Il ne supporte pas la vie et tout. Mais on remonte, en 2022, j'avais lu le livre de Sophie Brugeil, Une histoire de gènes. C'est une journaliste, je ne sais pas si vous l'avez lu, son livre. Et je me dis, tiens, je vais faire un test ADN sur MyHeritage. Ce n'était pas encore complètement interdit. Ouais. On pouvait se procurer les tests. Ouais. Et s'ils nous cherchent, comme je vois dans les émissions et autres, ça va matcher. Là, je vais le retrouver. Et donc, je fais ce fameux test ADN, mais il n'y a rien qui matche. Bon, et là, ça reste en suspens. Et je vais, quand j'ai cette information, je retourne sur mon espace MyHeritage. Et là, une bannière que je n'avais jamais vue depuis toutes ces années, si vous cherchez un ancêtre, mais c'est son nom, prénom, sa date de naissance. Et je tape son nom, prénom, date de naissance. Bling, sort un arbre avec 3 noms. Un nom comme ça, un prénom de jeune femme et lui. Et donc, je mets un message, on peut communiquer via les sites, sur les abonnés MyHeritage, et je mets un message à cette personne. Et le lendemain matin, là, c'est le samedi, parce que je suis en train de préparer mes affaires, on a un train à midi pour partir au ski, et là, j'ai une réponse, oui, c'était mon oncle, mais qu'est-ce que vous voulez à ma famille? Et là, je lui raconte notre histoire. Et je lui dis que... Et la fille me répond, elle me dit, oui, je suis avec ma mère, c'était mon oncle, je l'adorais, mais je peux même pas vous passer mon père, il vient de faire un AVC, il comprend plus rien et tout. Mais c'est ma tante qui est à Nice, qui était copine avec votre tante, qui va pouvoir vous répondre. Je lui mets un message et elle me dit, voilà son numéro, elle vous attend, appelez-la. Et on s'appelle, moi j'ai mon train qui attend et on parle 1 heure. Et là, elle me raconte tout ce qu'elle sait, elle, et de comment ça s'est passé, comment il a traversé ces 30 années de vie dans leur famille. Et vous avez eu des photos, vous avez eu... Et elle m'envoie plein de photos. Ah, il est trop mignon. et voilà. Mais le truc, alors quand je parle de synchronicité, c'est que ce fameux ex-mari où je vais m'occuper de ses enfants comme une maman bienveillante et aimante, c'est en me mariant avec cette personne dont je vais divorcer, ça va être terrible. Je ne reverrai plus jamais les enfants, qui sont des jeunes adultes. Tout est coupé, c'est un tsunami. J'ai ma liquidation professionnelle. J'ai plus de nom, j'ai plus d'argent, j'ai plus de compte en banque, j'ai plus rien. Quand je trouve l'état civil de mon frère, il s'appelle Christophe Yvon. Je vous donne en 1000. Mon ex-mari s'appelait Christophe, son père s'appelait Yvon. Donc quand ma mère était en présence d'eux, ça devait vraiment l'agacer. Et elle le supportait pas. C'est pour dire tout ça. Et là, récemment, je retrouve une amie qui me retrouve sur Facebook, qui était mon amie de lycée. On était très, très proches. Son frère, c'était mon petit chéri à l'époque. Et Cathy. Et en fait, j'adorais aller chez eux. Son papa, il était directeur de l'EDF à Pau. Ils avaient une grande maison qui leur était mise à disposition. Et ils étaient famille d'accueil. Et il y en avait un qui était très proche d'eux, qui avait continué à leur rendre visite comme un fils de la famille. Il s'appelait Christophe. Et mes petits amoureux, quand j'étais jeune, s'appelaient Christophe. J'avais un petit amoureux à l'école primaire, s'appelait Christophe. C'était le fils de l'épicier du quartier. Et après, dans la résidence où j'allais tous les étés en vacances chez ma grand-mère, à l'étage en dessous, il y avait Christophe et Nathalie, un frère et une sœur. Et Christophe, qui était mat de Pau, je le regardais comme ça, j'étais dingue de lui, pour dire un petit peu comment ça... Il y a une trame qui suit tout le temps là. À quel moment, dans votre vie, vous prenez conscience que tout ça, ce sont des synchronicités, du transgénérationnel, que ça impacte votre vie et que c'est peut-être ça qu'on essaie de vous faire comprendre et vers quoi vous devez vous orienter? Alors, entre-temps, il va y avoir ça, mais il va y avoir aussi mon divorce tumultueux, même pendant mon mariage. Et là, je commence à avoir des pensées, quelqu'un qui me parle dans ma tête. Alors je me dis, t'es un peu folle. Je consulte, ça m'intéresse un peu, la médiumnité, des trucs comme ça. J'avais une copine au lycée qui faisait des cartes ou autre. Et c'est une petite histoire qui est très jolie. Je l'ai racontée, je crois, à Sébastien.
Mon ex-mari, une de ses filles s'appelle Charlotte et j'ai un lien très fort avec elle. Et on déménage à Pau, on s'installe, je cesse de travailler parce que tout le monde a été beaucoup chamboulé les dernières années. Et je dis, je vais rester à la maison. Lui, il a un travail très prenant. Les enfants sont à l'école à côté, ils rentrent manger le midi. Et à midi, ils rentrent manger. Charlotte me dit, oui, en classe, on doit illustrer Le Petit Prince. OK. Elle me dit, moi, elle est très créative, je vais faire des moutons avec de la laine blanche. Oui. T'as de la laine blanche? Non. Je tricote pas. J'ai pas de laine blanche. Et on a emménagé vraiment durant l'été dans cette maison. Et elle est toute triste. J'aime pas la voir triste. Et je dis, écoute, Charlotte, il y a beaucoup de choses que papa a mis dans la cave, que ton papa a mis dans la cave. Je sais qu'il y a des caisses où il y a des affaires de couture de ta maman. Elle aimait la couture. On peut aller voir, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Effectivement, on ne trouve rien, il n'y a que des affaires de couture ou autre. Et on remonte l'escalier de la cave, mais elle est vraiment immense. La cave a des étagères, donc 4 enfants, je vais vous dire, les patins à roulettes, les skates, les vélos, les trucs, machin. Et en montant, là, j'ai une voix qui me dit, redescends, il y a un sac vert au fond de la cave sous les étagères. Sac de sport. Moi, je sais pas ce qu'il y a dans ce cave. Je redescends, je me dirige, je vais sous les étagères, mais comme guidée. Je tire un sac de sport vert, j'ouvre et qu'est-ce qu'il y a? Des aiguilles à tricoter, une petite pelote de laine blanche. Et Charlotte, elle repart avec sa pelote de laine. Bon, très bien, hasard, hein, etc. Et après, donc, les années vont passer très bien. Le scénario, change. Il y a le divorce. C'est fâcheux, c'est vraiment tendu. Je culpabilise à mort, c'est toute ma responsabilité, etc. Puis mon ex m'appuie bien la tête, etc. Et un jour, je vais à la chambre des métiers pour mes apprentis. J'ai un spa à ce moment-là, avec salon de coiffure, etc. Et lorsque je sors, alors j'ai ma vie rêvée de l'époque. J'ai ma petite Cooper cabriolet, ma Mini Cooper de 2 cheveux au vent. Et je m'installe dans ma voiture. Ma grand-mère est en maison de retraite depuis quelques années. Et j'entends, faut que tu ailles voir mamie. Et là, je fais, oui, tu culpabilises, tu prends plus le temps d'aller la voir, il faut que tu prennes du temps, etc. Et là, je suis seule, je vis seule avec mes 2 filles. Bon, je m'en vais au boulot, je traverse, c'est très rapide, le centre-ville. Et là, j'aperçois un de mes cousins qui vit sur Paris, qui est dans le commerce. Et avec le chien de sa mère, et je file. Et j'arrive à mon magasin. Et le soir ou le lendemain soir, je ne me rappelle plus très bien, mon téléphone sonne au magasin et c'est la maman de ce cousin qui est infirmière et qui s'occupe de ma grand-mère à la maison de retraite qui m'appelle pour m'annoncer que ma grand-mère va pas bien du tout. Que ça serait bien que j'aille lui rendre visite parce que ça va pas durer longtemps. Ce que vous aviez entendu. En Voilà. clairaudience. Voilà. Donc je rentre chez moi, j'en parle aux filles. Bon, mamie, ça fait longtemps qu'elle la voit plus ou autre. Le lendemain matin, je me lève, je prends mon café, j'interpelle ma grande. Tu veux boire un café? Non, maman, j'ai pas le temps, je vais au lycée. Là, je regarde le four qui est en face de moi, 8h16. Je lui dis, mamie est décédée. Oui, oui, d'accord. Puis elle s'en va et je prends la petite, je la dépose à l'école. L'école est en face du spa. J'arrive au boulot, j'ouvre. 9h, le téléphone sonne. Allô, ma chérie? J'ai une mauvaise nouvelle. Mamie est décédée à 8h30. Là, c'est quand même spécial. Du coup, il va y avoir les obsèques, etc. Les obsèques se font à Pau. Elle est transférée au caveau à Tarbes. En chemin, nous prenons les voitures. Ma grande fille est avec moi. Elle me dit, tu sais, maman, tu devrais parler avec ton cousin parce que il sait des choses sur ton ex. Ça pourrait t'aider. Donc, nous faisons tout ça. On se retrouve le soir chez mon frère. Je vais voir mon cousin. Je lui dis, pareil que tu as des trucs à me dire, etc. Et donc, au travers de ces dires, je comprends que mon ex-mari n'est pas l'homme parfait que j'imaginais, mais que il se faisait une petite vie sympa avec d'autres femmes pendant notre mariage et qu'il s'était croisé dans des boîtes gays, parce qu'en plus mon cousin est gay, sur Pau, où il était sûr que je le croiserais pas certainement. Et alors que moi, je m'occupais bien de nos 5 enfants à la maison tranquillement et je cumulais mon travail, la maison, etc. Au secours. Et en fait, ce que j'en tire de cette information, c'est que ma grand-mère aurait pu décéder une semaine avant, une semaine après, mon cousin serait pas descendu, c'était sa grand-tante. Il fallait qu'il soit là, il fallait que j'ai l'information, parce que j'étais en train de m'écrouler tant je prenais de choses sur la figure, en me disant, mais arrête de le mettre sur un piédestal, vas-y, c'est un être humain, il est pas tout blanc, t'es pas toute blanche, mais stop, arrête de te dévaloriser à ce point, d'accepter d'en prendre autant, redresse-toi. Et là, ça m'a donné une impulsion et je l'ai remerciée. J'ai dit merci mamie, quoi. Et je sais qu'elle est jamais très loin. Elle est jamais très loin.
Alors, aujourd'hui, d'abord, comment ça va? Est-ce que vous êtes heureuse? Ça va, oui, j'ai encore du chemin à faire. Bon. À quel moment, donc, la transgénéalogie rentre dans votre vie et vous décidez d'en faire votre activité? C'est pas très, très vieux, dans l'absolu. Non, c'est pas très vieux. Donc, ce côté un peu détective, j'ai toujours eu, j'aime les films d'enquête, les trucs machin comme ça. Et c'est en 2020, mon mari a acheté une entreprise, un commerce de bouche à Paris, un magasin charcuterie traiteur au but de Chaumont. Et pendant le Covid, on va énormément travailler, je vais beaucoup l'aider. Et je me posais beaucoup de questions. Donc, je passe du temps sur mon ordi et passe un truc Dominique Jacob, psychogénéalogie, et j'écoute ses vidéos, je me dis, mais ça, elle, je l'adore. C'est ma mère spirituelle. Et j'ai dit, mais bien sûr, mais j'en suis sûre. Tout est codé, il y a des explications à tout. Il y a des explications à tout. Et donc, en plus, à ce moment-là, j'ai ma seconde fille qui finit ses études, qui est pas très bien. Donc, comme j'ai beaucoup travaillé pendant le Covid, j'ai dit, mon mari, moi, je me mets en retrait, je vais gérer l'administratif. Je vais être en garde partagée, je vais être 15 jours à Pau, 15 jours à Paris, je vais me trouver un appartement et je vais m'occuper de moi. Et je vais m'occuper de moi en consultant Dominique et en travaillant sur mon arbre. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et alors, le fait de travailler sur votre arbre, j'imagine que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous venez de relater, en tout cas les grandes étapes... Ça fait sens. Ça fait sens. Bien sûr, bien sûr. Puis je me dis, bon, c'est à moi que revient la tâche, mais tout est juste. Mais et c'est pas conscientisé par mes parents, mais tout ce qu'ils vont mettre en place, c'est juste. C'est juste. Mon prénom, c'est juste. Je devais m'appeler Elodie. Au dernier moment, mon père me déclare Nathalie. Dans le sens des prénoms, Nathalie, ça parle des problèmes de natalité, ça parle de problèmes de naissance, ça parle d'adoption d'enfants, et ça parle d'un enfant qui apparaîtra au moment de l'héritage. Si je le porte pas bien, mon prénom, voilà. Bon, mais Elodie, c'est pareil. Toutes les Nathalie qui nous regardent, et qui doivent, du coup, vont se poser la question en disant, mais si je porte ce prénom. Je les invite à m'appeler pour qu'on travaille sur le sens de leur prénom. Et ça peut être à leur niveau ou un peu plus haut. Où on verra si chez les Nathalie, il y a des difficultés à enfanter, par exemple. S'il y a une mémoire. Enfin, on trouvera toujours. Et puis pour certaines, elles vont pas être impactées, ça peut être leur mission de vie d'aller régler quelque chose. Je dis pas que tout le monde... Mais alors, voilà. Ça s'appelle Psychopaillette, vous allez voir sur Internet, psychopaillette.com, avec Nathalie. Votre approche, comment est-ce que ça se déroule, comment est-ce que vous travaillez? Alors, au préalable, les personnes qui me contactent, je vais leur envoyer un tableau d'informations à compléter sur leur famille, puisqu'on va travailler sur les prénoms, j'aime bien les noms de famille aussi, les dates de naissance, voir s'il y a des concordances, les métiers, les maladies, très important, les décès, comment sont décédés les gens, etc. Déjà, ça nécessite un petit travail quand même. Un petit travail de recherche, voilà. Mais même quand il n'y a pas l'information, si elle doit pas y être, c'est qu'il y a une raison. Tout fait sens. Comme je dis sur mon site, l'arbre, c'est un cloud qui comme l'ordinateur, comme Apple, et puis les informations, elles sont stockées là, et puis on peut aller les chercher avec différents outils. On va déjà faire ça, et puis après, la personne va... Moi, je fais mes petites recherches au préalable, et j'aime bien travailler déjà le sens des prénoms. Ça va me donner déjà pas mal d'informations. Et je vais recevoir dans mon cabinet la personne, ou en visio, puisque j'ai des gens en Suisse, en Belgique, enfin, un pays francophone. Et je commence par une anamnèse déjà. J'ai besoin de comprendre ce qu'elle vient chercher chez moi, ce qui bloque dans sa vie. Et parfois même, on va partir sur un blocage visible pour aller chercher sur quelque chose de décalé, mais qui va nous aider pour ça. Donc, on va avoir un échange. Sur mon site, je mets 1h30, je passe souvent 2 heures parce que souvent, j'ai la réponse à l'intérieur de la personne. Dans notre échange, je vais avoir déjà des indices. C'est hyper intéressant. Et à partir de là, on va cibler l'axe sur lequel on veut travailler. Et je vais aller explorer ça. On va le mettre en lumière. La personne va le comprendre avec les éléments que je vais lui donner. Et derrière, je vais lui proposer des actes de déprogrammation, des actes psychomagiques, pour que cette mémoire qui la suit soit rendue à l'aïeul, que le trauma lui soit rendu à elle ou à lui, pour que la personne s'en libère et vive sa meilleure vie, quelque part. Remettre des paillettes dans sa vie. Donc ça peut prendre plein de formes diverses. Ça peut être des choses physiques à faire, ça peut être des écritures, ça peut être les petits bonhommes allumettes. On va voir ce qui nous parle. Là, récemment,
j'ai retravaillé mon arbre. Et cette semaine, j'ai rendu un fils décédé en mer pendant la Seconde Guerre mondiale à mon arrière-grand-mère parce que ça suit les générations jusqu'à mon frère et à mes petits-neveux. Et j'ai fait des petits cercueils. Et quand vous dites, non mais quand vous dites ça suit, ça veut dire quoi? Comment sont-ils impactés puisque vous dites ça suit? Eh bien, on va voir que c'est pas réglé. Elle est longue l'histoire là de cet ancêtre. Mais mon frère, voilà, par son prénom et sa date de naissance, je vois qu'il est en lien. J'ai une cousine qui est née le même jour que lui à 4 ans d'intervalle. Bon, mon frère, son prénom, même si ça s'appelle Romuald et l'autre s'appelle Raymond, c'est la même lignée de prénom. Ma cousine s'appelle Delphine, ça me parle de dauphin. Je vais faire des recherches. Il est décédé avec son hydravion au large de l'Écosse pendant des essais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je vois qu'en Écosse, on peut voir passer des dauphins. Donc je sais que Raymond, ça a été le chagrin de toute une famille. C'était le pilier, c'était le fils qui réussissait. Il est mort trop jeune. Et ça a impacté tout le monde. Et mon arrière-grand-mère n'a pas fait son deuil. Donc, on est toujours avec sa mémoire qui perdure au travers des différentes naissances. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Mon frère, il va être soldat. Il va s'engager dans l'armée. Voilà, il va adorer. Hein. Il est encore en mémoire. Il va pas y rester longtemps. 4 ans, il va revenir vivant, lui. Il va faire les conflits du Koweït, mais il va revenir vivant. Ils ont eu chaud, mais il revient. Etc., etc. Et il va avoir un fils, et son fils va pas aimer l'école, et son fils il va se trouver un boulot, il va se trouver un boulot de poseur de pavés. Eh bien, mon le père de cet arrière-grand-oncle, lui aussi est décédé en 14, tout jeune, donc il est orphelin, il est pupille très jeune de la nation. Eh bien, il était carrier, il cassait du caillou. Et mon petit-neveu, il a des difficultés à trouver sa place et il pose des pavés. Non, enfin, c'est pas anodin. Incroyable. Je veux dire, c'est et ce défunt s'appelle Raymond. Donc, mon arrière-grand-mère a eu 2 enfants d'une première union, elle est jeune, et il meurt tout de suite à la guerre de 14. Derrière, elle va avoir avec un autre homme 2 autres enfants, ma grand-tante et mon grand-père qui sera le dernier. Et pour vous dire si c'est si triste, mon grand-père va épouser une Raymonde. Il va ramener Raymond quelque part dans l'arbre. Et mon arrière-grand-mère pourra s'adresser à ma grand-mère, puisqu'ils habitent tous ensemble en plus, en disant Raymond II. Raymond II. Parce qu'il y a un chagrin intense. Elle a même pas récupéré la dépouille. C'est terrible. Donc il peut être sur les monuments aux morts, tout ce qu'on veut. Mais elle l'a pas récupéré. Et il y a 15 jours, j'ai récupéré sur Google des écrits des ch'tis, parce qu'ils sont ch'tis morts pendant la guerre, qui faisaient partie des trucs de résistance. Et il y a tout un dossier sur lui. J'ai récupéré toute sa vie. Le nom de sa fiancée. Je l'ai retrouvé à Antibes parce qu'ils étaient allés s'installer en zone libre pendant la guerre à Nice. Et cette dame, elle est décédée en 2017. Enfin, j'ai tous les jours c'est magique. Donc oui, on peut faire des livres avec tout ça, on peut raconter des histoires. C'est incroyable, incroyable. C'est très, très chouette, ouais. Que faire face à une personne qui prend conscience, effectivement, de ce travail transgénérationnel nécessaire et dont la famille ne veut rien savoir? Ce qui a été le cas de votre frère, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on a un devoir de mission, quelque part, de rétablir certaines vérités? Après, moi, je le fais pour moi, parce que ça m'a impacté, moi, et je le fais pour les enfants à venir. Après, mon frère, il fait ce qu'il veut. Pour vos filles? Pour mes filles, bien sûr, puisqu'il y a une répétition. Il y a une répétition. Sur les séparations, les enfants qui sont un peu abandonnés, déstructurés, etc. Je me dis, c'est pas possible. Et je fais que des filles, en plus. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et même pour finaliser la petite histoire, aujourd'hui, je suis mariée avec Richard. Richard est divorcé d'une dame haïtienne. Et donc, nous avons une garde alternée. Et qu'est-ce que j'ai ramené dans l'arbre? 2 filles métisses. J'ai ramené des métisses dans l'arbre. Ça y est, on peut fermer le livre Christophe et l'histoire du métissage. Ok, ça y est, chacun reprend sa place. Mais je suis allée jusqu'au bout du truc. Je suis même allée chercher des enfants métis par l'intermédiaire de Richard qui revient dans ma vie. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc après, dans une famille, les portes peuvent se fermer. J'ai essayé de reparler à ma marraine. Mon frère est passé la voir le jour. Je lui dis, t'as pas dit que j'avais essayé de la joindre? Ah oui, elle a dit, elle est chiante, qu'est-ce qu'elle a besoin de remuer C'est souvent ce que et qu'est-ce qu'on va dire? La famille réagit comme ça. Moi, j'ai eu, par ma mère, t'es bonne qu'à remuer la merde. Donc, c'est transformer la merde en or, quoi, parce qu'à un moment donné,
c'est pas la mère d'une jeune femme qui est enceinte à 16 ans et demi. Ça doit pas être jugé comme ça. Le monde a évolué depuis. Ce que j'essaie de faire entendre à ma mère, c'est maman, ça te serait arrivé en 76, l'incident était clos. L'avortement était légal. Tes parents, ils pensaient ce qu'ils voulaient. Voilà. Faut prendre en conscience la société de l'époque, l'espace-temps, le monde dans lequel on vit. Et là, on peut réécrire l'histoire différemment, en fait. Et enlever cette culpabilité qui va se transmettre de femme en femme sur la maternité, mais surtout sur les croyances, sur les rapports aux hommes, sur la sexualité. Ça va créer des blocages, etc. Parce que, entre guillemets, mon grand-père traitait ses filles de pute tout le temps. Donc, j'ai retrouvé dans l'histoire, faut pas être dingue, des mémoires de prostitution. Et ça aussi, j'en suis porteuse. Parce qu'un jour, je suis adolescente, ma mère veut pas me donner d'argent de poche. Et à l'époque, à Pau, les dames, elles avaient le droit de travailler sur la voie publique. Et il y a un parc à Pau, le parc Beaumont, où il y avait des dames qui se prostituaient dans leur voiture. Et j'embête ma mère. Oui, donne-moi de l'argent pour aller en ville avec mes copines. Non, non et non. Je m'en fous, je vais aller faire la pute à Beaumont. Mais d'où ça sort? Je vais faire du babysitting. À 16 ans, je ne dis pas ça à ma maman. Ça sort comme ça. Donc aujourd'hui, avec mes outils, en analysant, c'est qu'il y a aussi... et j'en ai reparlé avec une de mes tantes, effectivement, mon grand-père racontait que mon arrière-grand-mère et sa sœur avaient la cuisse légère. Mais dans le contexte de l'époque, combien de femmes qui sont retrouvées veuves ont dû arrondir les fins de mois ou travailler dans des établissements... des maisons closes et autres de l'époque. Oui, regardez la série Les Combattantes, moi ça me touche quand je vois ça, parce que on est, pour certaines, des descendantes de ces femmes-là. Et elles ont fait ce qu'elles ont pu, dans le contexte dans lequel elles vivaient. Mais donc ça, c'est honteux, on ne va pas en parler. On va pas dire la grand-mère, elle se prostituait pour faire manger les enfants. Et on va peut-être même enjoliver d'ailleurs. On va peut-être rajouter des choses jolies par-dessus pour étouffer le truc. Mais ça va ressortir quelque part chez quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. La réflexion qu'a pu vous faire votre frère ou certains membres de votre famille, à quoi bon remuer, comme vous le disiez tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui revient, c'est fréquent. Oui. Dans les familles, quand il y a des vrais secrets de famille comme ça, enfouis, beaucoup se demandent quel est l'intérêt d'aller rechercher ça et ne comprennent pas nécessairement le travail de psychogénéalogie que vous mettez en place. Mais c'est tout à fait, invisible. Parce que je vois, moi, dans mes schémas mis en place, schéma d'abandon, ma fille aînée, quand je vais divorcer, elle a 3 ans. Ma seconde, lorsqu'elle a 3 ans, je vais reprendre des études et je vais un peu mettre de la distance avec mon rôle de maman. Puis après, je vais ouvrir mon spa et tout, donc faut que je réussisse, c'est assez contradictoire. Mon aînée, Margot, elle va être élevée quasiment par sa grand-mère paternelle et je vais pas réussir à m'opposer à ça. Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'à chaque fois, en fait, je fais une dépression postpartum. Mais j'ai honte, je me sens coupable d'être déprimée, je devrais être joyeuse, j'adore mes enfants, etc. Mais il y a quelque chose de plus fort que moi qui va faire ça. Donc je peux vous dire que la relation avec mes filles, et surtout mon aîné, c'était pas gagné, quoi. C'est mon bébé, parce que quand elle est née, je pleurais sur le bord de mon lit, il n'y a rien de plus merveilleux, et en même temps, je sabote la relation. Pourquoi je fais ça, quoi? Pourquoi je fais ça? Donc aujourd'hui, tout ça, je peux en parler avec mes filles, parce qu'elles ne sont pas impactées par mon demi-frère que j'ai pas connu, mais elles comprennent, et on répare, et on s'adore, et on fait des trucs ensemble. Et quand je parle à ma grande, je m'en veux beaucoup. Donc, elle m'aide à me déculpabiliser. Elle me dit, maman, ça va, je suis OK avec ça. Moi, j'ai fait un travail dessus, maman, t'inquiète pas, tout va bien, etc., etc. Puis, je dis, il y aura mais on peut parler. Du coup, je peux parler de ses relations au couple à elle, vu qu'elle est impactée par moi aussi. Sa façon de faire couple va être différente. Puis, il accueille des enfants. Parce que ma fille, elle-même, pour la petite histoire, et elle est proche de ma maman, à 17 ans et demi, est en couple avec un malgache. Elle va tomber enceinte. Métissage. Mais elle va pouvoir avorter, donc elle casse le truc. Mais ça revient. C'est dans la... Et ce garçon va sortir de sa vie. Mais au même âge, quasiment, ça se rejoue. Ça se rejoue. Donc ça a ramené, voilà, une histoire de métissage ou autre. C'est... voilà.
Et ce sera toujours ça. Et je vois, là, pendant les vacances de Noël, ma belle-mère était là. Elle me dit, oh, j'ai vu ton site, etc. Oh là, tu parles de l'histoire de ta mère. J'ai dit, non, mais je suis là pour faire comprendre aux gens et accompagner les gens dans la mise en lumière des secrets pour rendre à la personne à qui ça appartient le secret pour pas que ça les impacte dans leur vie. Donc, je vais pas encore être moi dans le secret. Comme mes désirs d'écriture, c'est écrit partout. Mais je suis dans le travail de me dire, t'es encore dans le secret, puisque c'est pas encore édité et porté à la connaissance du public. Et pourtant, pour en avoir lu, moi, des histoires, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose à faire. Que faut-il faire quand vous vous retrouvez justement face à une famille qui est un peu réfractaire à ça, qui n'a pas nécessairement envie de revenir sur ces étapes-là? Est-ce qu'on le fait presque égoïstement pour soi et pour sa descendance, ou est-ce qu'on doit aussi porter une oreille attentive aux désirs de cette famille qui ne veut pas que vous alliez là-dedans? Parce que souvent, on a des familles qui ont une réflexion très simple et qui disent mais on t'a rien demandé. Et ton âme de sauveuse... Ah oui, mais tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais on saura que comme tout est invisible et énergétique, l'apaisement que ça va m'amener, je vais avoir une communication différente avec ma famille, je vais irradier quelque chose de différent, mes enfants vont être différents. Et quelque part, on ne va pas en reparler pendant 10 ans, mais il va y avoir une connexion qui va se faire, quelque chose où les nœuds vont se défaire et l'apaisement va arriver. Sauf que vous allez en faire un livre. Bah ouais, moi je vais en faire un livre, c'est sûr. Et plus sûr, parce que en plus dans mes consultations, j'ai des histoires tellement magiques que je peux qu'en parler. Et justement, je veux faire des choses qui puissent impacter les jeunes. Là, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'avoir en consultation Tristan de Feuillet. Alors là, il y a la médiumnité qui est rentrée à fond dans sa séance. C'était juste magique, parce que derrière, il a fait une vidéo sur moi, il est suivi par beaucoup de personnes, et mon téléphone dans la journée, mais bling, 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 sur mon Insta. Et j'ai eu plein de jeunes personnes d'environ 25 ans, et même des plus, parce qu'il est suivi par des gens plus jeunes, de 30, 35, 40 même, qui m'ont contacté, avec qui on a travaillé pour dénouer des choses et mettre de la lumière. Et puis des fois, ça va s'arrêter. On va pas continuer. La personne, elle a fait ce qu'elle veut. Il y a des actes de réparation. C'est lourd, la personne, elle va pas pouvoir le faire tout de suite, puis elle va revenir en ça, j'ai pas fait, mais c'est ok. Puis un jour, elle revient, elle me dit, j'ai fait. Puis en plus, eh bien, j'ai pris toutes mes économies et je me casse 1 mois faire du yoga en Inde. Alors que la personne, elle est hyper cartésienne, elle est dans son boulot, elle a vécu à Dubaï, elle a fait plein de choses, etc. Mais il y avait 2 choses qui étaient enfouies bien loin et qui l'impactaient dans sa vie de femme. Et sa problématique, c'était comment faire un couple et trouver quelqu'un. Mais tant que ça, c'était pas réglé, le quelqu'un, il pouvait pas rentrer dans sa vie. Donc, faire ça. Puis après, il y a eu déménagement, et puis après, la vie continue. Donc, des fois, j'ai des petites nouvelles. Il y a des vraies libérations. Hein. Ça se fait. Alors, ce n'est pas une baguette magique, c'est pas je rentre chez Nathalie et demain, pouf, ma vie, elle a complètement changé. C'est des petites choses qui vont se mettre en place comme ça. On va évoluer, puis on va y revenir, puis on va avoir mal. Parce que il faut avoir mal aussi, hein, quand on y va, parce que ça fait mal au ventre, ça fait mal au cœur, ça fait mal à l'âme. Donc il faut aller à la rencontre et pas mettre un emplâtre sur quelque chose qui va être là, l'attente de toute façon, et de manière cyclique, ça reviendra. Pour une raison ou une autre. Quand vous parliez de médiumnité, pour terminer, Nathalie, il y a un truc, évidemment, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose et qui auraient envie de vous poser la question, est-ce que votre demi-frère, vous le ressentez? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Mais je pense que j'ai eu un petit coup de pouce de l'univers pour aller chercher les dernières infos et savoir. Après, je suis en relation avec sa nièce, on ne s'est pas encore rencontrés, etc. Mais c'est vrai qu'elle est assez connectée, etc. Mais non, je pense qu'il faut qu'on lui fiche la paix. Est-ce que c'est un pan de votre vie où vous avez considéré avoir tourné la page? J'ai passé une très mauvaise année, là. Depuis que j'ai su ça jusqu'à là, j'étais dans le chagrin, vraiment dans le chagrin. Vraiment dans le chagrin. Et là où je me suis dit, ça y est, les filles, je les appelle les filles, les femmes de ma lignée. Pour la petite histoire, il y a eu au mois de décembre, le premier concert de la Fondation des femmes à l'Arena Adidas, à Paris,
pour récolter des fonds, pour venir en aide aux femmes qui subissent des violences, etc., pour les aider à financer leurs frais de justice ou autres. Et je me tâtais, j'y vais pas, j'y vais pas. Et au dernier moment, dans la journée, je vais sur leur site, il y avait plus rien. À la Fnac, je finis par trouver une place au bout d'une rangée bien haut. Je dis, bon, il reste 3 places, je vais me mettre là. Bien sur le côté, s'il y a des gens, ça va danser, c'est que des chanteuses, ça va être super sympa, ça va faire du bien. Full complet. Je me rends là-bas, l'ambiance est très prenante, c'est vraiment une énergie de femme. Il y a des hommes présents, mais on sent bien qu'on parle de la cause des femmes, que c'est la première édition, qu'il y a des témoignages, et puis ces femmes qui viennent chanter, il y a de la joie. Je vais m'asseoir à ma place. Il y a X chaises, elles vont être vides toute la soirée. Il n'y aura jamais personne qui va s'asseoir. Et là, j'ai un peu les larmes qui me viennent et je pleure pendant ce concert. Je leur dis, oui, les filles, c'est bon. La souffrance, c'est fini. Stop. J'ai compris. Je suis là. Donc, j'y vois mes filles, j'y vois ma mère, mes grands-mères, mes arrière-grand-mères et toutes celles qui ont pu souffrir au-dessus. Parce que l'histoire de la femme, c'est pas super facile. Voilà. Donc, c'est ma mission, justement, de communiquer là-dessus et de pas que les jeunes filles aujourd'hui n'oublient pas, j'en parle aux miennes, qu'elles travaillent, elles ont un compte en banque, elles ont le droit de choisir la maternité ou pas, et c'est récent. Grâce à des femmes, mais celles d'au-dessus, celles qui ont été guillotinées parce qu'elles avaient été des femmes à choisir de ne pas avoir d'enfants et que c'était pas facile de ne pas avoir d'enfants. Elles risquaient leur vie, leur santé. C'est encore hier. Et donc, c'est pour ça que je veux transmettre dans mes récits des histoires bienveillantes, inspirantes, mais pour transmettre à nos générations-là et dire, les filles, n'oubliez pas, c'est acquis aujourd'hui. Ok, ça va le rester, mais... Donc, j'ai plein de projets au travers de ça, au travers du livre, rejoindre aussi des associations de femmes pour comprendre, même quand ces femmes sont dans des situations compliquées, d'abus des hommes, etc., qu'est-ce qui fait que je me suis mise dans cette situation ? Qu'est-ce que ça raconte de mon histoire et de l'histoire des femmes dans ma lignée ? Voilà, mais c'est magique. Et donc là, la médiumnité, j'ai des gens qui rentrent et je peux leur raconter leur vie, mais ça me le fait depuis longtemps. Quand je faisais des massages dans mon spa, déjà, je me connectais au corps des gens et je leur racontais leur vie. Voilà. Psychopaillette. Psychopaillette, oui. Psychopaillette by Nat. Voilà, le transgénérationnel, la lignée des femmes. Et il était important qu'on rentre dans le détail du parcours de vie de Nathalie parce que tout s'explique et tout a une résonance sur votre vie actuelle et la raison pour laquelle on a le sentiment... C'est bizarre parce que cette image de ce concert avec ces chaises vides où vous avez évidemment la lignée... Je suis en bout de ligne. La lignée, voilà, de votre lignée de femmes qui ont sans doute dû vous dire à quel point elles étaient fières et contentes que les choses soient rétablies peut-être. Oui, parce que en explorant mon arbre, et même sur mes 2 axes, on parle beaucoup du côté de ma mère, mais du côté de mon père aussi, il y a beaucoup de souffrance sur la maternité et tout. Et je me suis pas assise à n'importe quelle place, j'étais vraiment tout au bout, c'est-à-dire que je suis dans la fin de la ligne, ça y est, c'est fini, on s'arrête là. Il n'y aura plus. Le job est fait, c'est bon. Formidable. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Merci Marc. C'était passionnant. Allez sur le site psychopaillette.com. Je pense que le transgénérationnel est le sujet, en tout cas, de ces prochaines années et même dès maintenant pour ceux et celles qui en ont envie. Les filles vont bien ? Ça va, oui. Oui, franchement. Elles sont en construction, en exploration. C'est toujours une exploration, la vie. Elles ont une bientôt 30 ans, l'autre 21, 22. Elles sont aussi porteuses de certaines choses. Donc, le travail, il passe par ça. Et il y a les 2 axes. Il y a les papas et la maman. Donc, on est toujours porteurs. Mais au moins, on travaille vachement avec mes outils et tout. Même si elles le font pas à l'instant T, elles sauront toujours que... Et elles se font accompagner. Maintenant. Et il faut le faire. Même quand on était étudiant. Elles vont regarder l'émission ? Oui. Mais bien sûr, elles m'envoyaient des petits messages avant, elles m'ont soutenue. Et c'est pour ça que aussi j'aimerais faire des conférences dans les universités ou autres et répondre aux questions de ces étudiants, de ces jeunes gens qui ont chacun une vie bien à eux et avec des questionnements. Et voilà, ça permet d'y voir un peu plus clair. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire.
Bravo. Avec Psychopayette. Pour ce que vous faites. Psychopayette.com. Rentrez bien, Nathalie. Merci beaucoup. On aura l'occasion de reparler évidemment de votre histoire et de ce que vous proposez, parce que comme vous le disiez dans la fiche de production de la préparation de l'émission, j'ai 1000 idées. Oui. J'ai plein d'idées. J'en ai plein, oui. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Voilà. Bon, prenez soin de vous. Merci. Merci infiniment. Vous commentez Merci. avec bienveillance comme toujours. Vous partagez et on lira l'ensemble de vos commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.